Christophe? Comme vous voulez. Ok, c'est le clap, c'est go. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo un peu exceptionnelle. On est à Moscou et j'ai l'honneur de pouvoir prendre une interview, d'interviewer les gens de l'équipe de Omerta. Omerta, Régis et Charles. Merci beaucoup d'être là et de prendre un peu de temps pour moi et pour les gens qui suivent ma chaîne YouTube. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter? On commence par Régis peut-être. Alors me présenter, moi je suis reporter depuis on va dire une trentaine d'années. J'ai eu une carrière d'abord à Paris Match d'environ 25 ans. Et il y a quelques années, j'ai quitté Paris Match. J'ai passé 6 mois chez RT France. Et ensuite, au moment où la chaîne a été interrompue à cause de la guerre, j'ai rejoint Charles, l'équipe d'Omerta, pour monter une nouvelle structure de médias, on va dire, à la fois avec une partie texte, une partie qui reste de la presse, puisqu'on a un magazine, mais aussi des documentaires. C'était surtout ça que je voulais faire. J'avais découvert le documentaire entre mon départ de Match et RT grâce à Tony Comiti. J'avais travaillé pour Canal+ à l'époque. J'avais fait un documentaire sur les talibans, ça m'avait beaucoup plu. C'était une expérience de se dire, bon bah voilà, j'ai travaillé avec des grands photographes pendant beaucoup d'années. Je travaillais en presse écrite et je voulais voir un petit peu comment passer à un autre format en fait. Et donc avec Omerta, c'est là où j'ai pu réaliser le plus de documentaires, tout en restant dans le grand reportage, parce que c'est vraiment ma came quoi, voilà. Voilà. Charles? Alors moi j'ai 42 ans, je suis premier voyage en Russie en 2005, j'y ai passé presque 15 ans. En 2022, je me rends dans le Donbass avec une amie qui est grand reporter de guerre sur TF1, Lisan Boudoul. Le 6 février exactement, on arrive à Donetsk avec pour idée de faire un peu des reportages qui fassent le bilan de la situation dans cette république autoproclamée du Donbass. Et puis on avait quasiment terminé notre travail. Et le 24 février à 5h du matin, elle vient toquer à ma porte d'hôtel et elle me dit, écoute, Vladimir Poutine vient de déclarer la guerre, le rédacteur en chef voudrait qu'on reste, est-ce que tu peux rester? Puisque je lui servais de chauffeur et de traducteur, elle était avec un cadreur de TF1. Et donc j'ai accepté, on a fait 3 mois, on a couvert toute la bataille de Mariupol, une partie de ce qui se passait aussi des combats dans la région de Lugansk. Et en rentrant, apothéose pour TF1 LCI, je leur obtiens l'interview avec Sergei Lavrov, 15 minutes en tête à tête entre Lisan et lui, dans son bureau. Et à l'époque, je pense à produire des reportages de guerre, puisqu'en fait, on fait des films 4 ou 5 heures tous les jours à Mariupol ou sur différents endroits du front. Et on n'en retient que 3 minutes 30 ou 4 minutes pour le 20h, le journal télévisé. Et en fait, je me dis, c'est du gâchis, on a tellement de rush, d'images qu'on met à la poubelle qui pourraient intéresser les gens, parce que les gens sont passionnés par le conflit en Ukraine. Et rapidement, je comprends que en fait, TF1, il sera difficile de leur vendre des documentaires et de collaborer avec eux, parce que c'est une grosse structure, que ça prend du temps, etc. Et donc, je décide de monter une solution alternative qui est Omerta. Je revois Régis, parce qu'on était déjà vu pour une interview de Sergei Lavrov. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années au MID. Paris Match à l'époque. Je le revois en juillet 2022, il accepte de rejoindre l'aventure, et là on monte Omerta et c'est parti. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait de créer ce média? L'idée est venue d'où et c'est quoi l'ADN d'Omerta? L'idée c'est de proposer sur une plateforme payante, 4,99 € par mois sans engagement, et via un magazine papier, un trimestriel avec des hors-séries et nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, de proposer une information alternative qu'on ne peut pas trouver sur des médias mainstream. Alors on ne traite pas tous les sujets, il y a des sujets culturels sur lesquels on n'est quasiment pas, mais sur des sujets comme l'immigration, le wokisme, la guerre en Ukraine, mais aussi sur d'autres thématiques, puisque Régis est allé en Afghanistan il y a 1 an et demi. Et bien l'idée c'est de proposer des contenus que les autres médias mainstream en particulier ne proposent pas. Et l'angle du grand reportage dont Régis est spécialiste, c'est la raison de sa venue en Russie aujourd'hui,
c'est de faire vraiment du grand reportage. Il y a beaucoup de médias, y compris des médias non mainstream, qui commentent, par exemple, puisqu'on est ici, la guerre en Ukraine, mais il n'y a jamais de commentateurs qui se rendent sur le terrain pour observer, et c'est ce que fait Régis, c'est ce qu'on essaie de faire chez Omerta. C'est un peu la niche et l'exclusivité qu'on amène à nos auditeurs. D'accord. Comment réagit le public à l'arrivée de ce nouveau budget? Est-ce que vous avez les résultats que vous attendiez? Alors, on a les résultats qu'on attend. On a vraiment assisté dans les, on va dire, 6 derniers mois à peu près, ou on va dire peut-être l'année passée, à une explosion du nombre d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Je pense qu'on devrait franchir la barre des 300 000 à la fin du mois. Là, on est à 280 des poussières. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous porte, parce qu'on se dit, il y a vraiment il y a une demande, il y a une attente, et une attente qui se situe, je dirais, au niveau d'une demande de qualité. C'est-à-dire que, en fait, vous parliez de l'ADN tout à l'heure, moi je vous répondrai sur la question de l'ADN d'Omerta, c'est que on a assisté depuis le début de ce conflit, et d'autres conflits aussi avant, avec la Syrie par exemple, à une espèce de course à l'échalote, je vais dire, de médias qui qui proposent, au lieu de proposer une analyse des faits, proposent une narration du conflit, c'est-à-dire inscrivent leurs propos et leurs démarches dans une narration. Donc on confine de la propagande, des deux côtés d'ailleurs, souvent, et Omerta c'est diamétralement inverse. C'est-à-dire on essaye, en allant sur le terrain, de s'en tenir aux faits, de présenter les choses telles qu'on les vit, et on se rend compte que la façon dont on les vit n'a souvent pas grand-chose à voir avec les extrapolations qu'on entend sur les chaînes d'infos en continu. Je ne vais pas les citer, il y a des dizaines d'exemples. Et nous, c'est vraiment d'offrir une fenêtre à nos utilisateurs en disant, voilà, nous, on est des journalistes, moi j'ai 30 ans de métier, Aïchem ici aussi, enfin, on est plusieurs comme ça, et de proposer justement un côté retour aux sources du grand reportage, retour aux sources de ce qu'est le journalisme dans le fond, reporter, c'est-à-dire reporter ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on expérimente. Je dis souvent, on ne sait pas tout en allant quelque part, mais on en sait un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas. Or, 80% des journalistes qui commentent la guerre en Ukraine ne vont jamais en Ukraine, où ils sont allés il y a longtemps, ou voire pas du tout. Et ça, je trouve que c'est le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un sujet, on peut avoir une culture livresque, on peut avoir un savoir, être un enseignant, avoir lu des textes, être un spécialiste. Mais nous, ce qu'on apporte chez Omerta, on ne dit pas qu'on a raison ou tort, mais notre angle et notre ADN, c'est vraiment de montrer la réalité de ce qu'on voit, de ce qui se passe sur le terrain. Alors justement, c'est intéressant, vous avez couvert, donc vous continuez de couvrir le dossier ukrainien, et notamment le front ukrainien. On se souvient de reportages que vous aviez fait, je crois, côté russe. Ouais. Vous avez été identifié ou repéré par un tank ukrainien, et on se souvient des images où vous avez été obligé de vous cacher. Dans une grange. Ouais. Dans une grange, exactement. Les gens qui me suivent, je fais partie de ces gens aussi de toute façon, les gens qui suivent le dossier ukrainien et qui s'intéressent à ce qui se passe, on a l'impression qu'on est nourri en fait à deux types d'informations. Le premier, c'est l'information des médias mainstream, ceux qu'on ne citera pas, mais qui effectivement nous racontent un narratif en nous disant que depuis mars 2022 tout est fini pour la Russie. Donc c'est assez tranché. Et de l'autre côté, on a souvent des médias un peu alternatifs, des centres d'analyse, des analyses, peu importe, des gens qui ont une vision, on a l'impression, assez angélique peut-être, assez excessivement positive sur tout ce qui se passe pour la Russie. Et moi, ma question, c'est vous qui êtes allé voir sur le front, qui avez parlé avec beaucoup de gens là-bas, qu'est-ce que vous ressentez de la situation réelle sur le front? Quelle est la situation réelle? Quels sont les rapports de force? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Comment vous évaluez, vous, les rapports de force? Question compliquée, je comprends. Non, mais c'est une question passionnante qui, à mon avis, nous met immédiatement dans qu'est-ce que la doctrine militaire russe, en fait. Ce qu'on observe sur le front en Ukraine, en tout cas jusqu'à présent, alors là aujourd'hui les choses ont bougé substantiellement puisque la Russie est quand même à l'offensive dans le Donbass, gagne des portions de territoire tous les jours.
mais ce n'est pas non plus des percées magistrales, type de Seconde Guerre mondiale, où côté allemand comme côté russe, il y avait des mouvements de contournement, Stalingrad, la bataille de Kharkov ou autre, ou celle de Koursk. Là, on est vraiment dans l'exemple parachevé, je dirais, de la guerre d'attrition, où l'objectif de la Russie n'est pas tant de gagner des kilomètres carrés que de casser l'armée ukrainienne. D'autant que l'armée ukrainienne possède et utilise du matériel occidental. Et c'est là où il y a une forme de guerre larvée Est-Ouest, où chacun confronte son matériel, chacun confronte aussi sa façon de faire la guerre. On s'est rendu compte par exemple sur le terrain que une partie du matériel livré par les États-Unis et l'OTAN provenait de stocks utilisés dans les guerres asymétriques des 15-20 dernières années. Type tout ce qui est MRAP par exemple, tout ce qui est Bradley, véhicules de transport de troupes, et même pour les tanks Abrams par exemple, le A1M1 américain, vous avez par rapport aux chars russes quasiment 1 mètre à 1 mètre 50 en termes de hauteur de plus pour les véhicules occidentaux. Pourquoi ? Parce que c'est des véhicules qui ont été faits justement précisément pour ces guerres asymétriques, pour ces guerres où il fallait pouvoir observer de haut. Or, la particularité des véhicules russes qu'on voit, que ce soit les BTR, les BMP ou même les T-72, c'est qu'ils sont très profilés. Le T-72, il est très profilé, il se met dans un creux, il y a le canon qui sort. Il est assez difficile à voir. Vous prenez un léopard allemand, vous le voyez tout de suite. C'est ce qui s'est passé à Robotine, c'est ce qui s'est passé à Robotine. Je crois que les Russes ont réussi à faire un véritable carton dans toute cette quincaillerie de l'OTAN, simplement parce qu'ils possédaient une colline qui était à 120 mètres de hauteur. Et à 120 mètres de hauteur, on pouvait voir à 20 km. Donc certaines unités, pendant la contre-offensive de l'été et de l'automne 2023, se sont fait cibler alors qu'elles n'étaient même pas n'avaient même pas commencé à marcher. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'effectivement, en voyant sur le terrain, quand on était en janvier, là, du côté de Bakhmout, on voyait bien que les colonnes de chars ou les véhicules blindés qui s'étaient heurtés aux défenses russes, s'étaient fait tirer dessus assez facilement parce que les silhouettes et la hauteur étaient assez faciles. Les Russes contrôlaient les hauteurs pas très loin, c'était pas très difficile de les cibler. Donc ça, c'est un enseignement sur le matériel, sur le fait aussi que nous, occidentaux, on n'est plus capables, ou en tout cas, pas qu'on ne soit plus capable, mais c'est-à-dire qu'on n'était pas orienté vers ce type de guerre. On avait arrêté de faire ce type de guerre. On était dans des guerres où... moi, j'ai fait plein d'opérations avec Barkhane en Afrique, avec les Français, avec les Anglais, on faisait de la chasse aux djihadistes. C'est-à-dire on essayait de mettre en mouvement des types à moto qui se regroupaient sous les zones vertes, qu'on appelle les zones vertes en Afrique, les bois, les zones où il y a de la végétation, les mettre en mouvement, et puis qu'est-ce qui se passait? On appelait la chasse à Niamey, qui venait et qui terminait les mecs à coups de bombe de 500 kg. C'était un peu ça. Donc ça, en fait, c'est pas la guerre. C'est des opérations de nettoyage, on va dire, de renseignement. On essaie de trouver dans quel village se trouve tel chef djihadiste, etc. Et on a fait ça pendant des années. Barkhane, ça a duré 8 ans. Les Américains ont fait la même chose dans des zones plus urbanisées en Irak. Mais si vous voulez, à part ces guerres de contre-insurrection ou ces guerres asymétriques, ces guérillas finalement, la grande confrontation avec un front délimité, des tranchées, plus les drones, etc., ça on ne sait pas faire. Moi j'ajouterais que ce qui change en fait avec le début de la guerre, c'est qu'au début de la guerre, je pense que les Russes ont sous-estimé deux choses. Un, c'est la volonté des Ukrainiens de se battre, et deux, c'est l'ampleur du soutien occidental. Et en fait, les deux combinés, ça donne une guerre qui dure, qui est difficile parce qu'en plus il y a l'arrivée des drones. L'arrivée des drones, ça change la guerre. Parce qu'aujourd'hui, avec un drone à 2000 € sur lequel vous accrochez une tête de roquette anti-char, vous pouvez détruire un blindé à plusieurs millions d'euros. Ce qui veut dire qu'on est en plus sur un terrain qui a été fortifié par les Ukrainiens depuis 2014. Et donc ça donne une guerre qui est...
C'est une guerre qui est lente, parce que avec les drones et l'artillerie, les grandes manœuvres de la Seconde Guerre mondiale sont impossibles. Et contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, et c'est vrai des deux côtés, les Russes n'envoient pas des centaines ou des milliers de soldats à travers champs pour prendre d'assaut des positions ukrainiennes. Ça, c'est le narratif qu'on a utilisé sur des médias mainstream pour expliquer que les Russes étaient des crétins et que c'était la saignée dans l'armée russe, la saignée à blanc. En réalité, non. Les deux armées se sont adaptées à cette évolution de la guerre. Et donc, on a côté russe, ce qu'a dit Régis est tout à fait juste. L'objectif, c'est de détruire l'armée ukrainienne, de l'épuiser, de la saigner. Et pour ce faire, à la limite, ils n'ont même pas besoin d'aller à Kiev. Leur objectif est concentré dans une bande de 100 km de large qui va de la région de Koursk à la région de Kherson. Et ils y vont méthodiquement en faisant l'économie des moyens et du matériel. Et côté ukrainien, évidemment, dire que l'armée ukrainienne n'a plus le moral, que les soldats ne souhaitent plus se battre, etc., tout ça est faux. À mon sens, de ce qu'on a vu, les Ukrainiens continuent à vouloir se battre. Ils sont soutenus, équipés, financés par les puissances occidentales, et donc c'est une guerre qui est un mélange de Première Guerre mondiale. On a parlé de guerre de tranchées, c'est vrai, mais aussi une guerre de haute technologie, puisque maintenant, j'ai parlé de la menace des drones, mais la menace des drones, c'est aussi la menace de l'artillerie, puisque l'artillerie aujourd'hui, les artilleurs reçoivent aujourd'hui les coordonnées de la part de drones d'observation, et donc sont capables, même avec des canons soviétiques, de conception soviétique, on ne parle pas de canon César, on parle de canons soviétiques, avec l'aide d'un drone, sont capables de cibler quasiment au mètre près. Donc voilà un peu, c'est un contexte, soit l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, et puis je crois c'était André Malraux qui disait que la guerre civile est la pire des guerres parce qu'on connaît celui qu'on tue. Je crois que ça n'a jamais été aussi vrai qu'en Ukraine. Très souvent, on a vu des soldats qui avaient une partie de leur famille en face, un cousin dans l'armée ukrainienne, voire des locaux effectivement, dont la famille était divisée. Et surtout, en termes de mentalité, c'est des peuples frères, donc d'ailleurs assez horrible de les voir s'entre-déchirer comme ça. On se demande s'il n'y aurait pas eu moyen d'éviter cette guerre, justement. Et j'entendais un proverbe l'autre jour qui disait « il n'y a pas plus russe qu'un Ukrainien ». Mais en termes de détermination, c'est totalement ça, ils ne vont pas céder. Donc c'est des peuples extrêmement résistants, qui sont capables de vivre avec peu de choses. Là aussi, ce qu'on vous dit là, c'est des choses qui sont importantes, parce que quand Emmanuel Macron, par exemple, envisage d'envoyer des troupes françaises, quand on parle de mobiliser des Français peut-être pour potentiellement se battre en Ukraine, le bon sens voudrait dire que aujourd'hui le peuple français, la jeunesse française n'est pas capable de résister ni de mener ce genre de guerre sur plusieurs années comme le font la jeunesse russe et la jeunesse ukrainienne. On n'est pas dans la même dimension, on n'est pas avec le même type d'homme, et donc ça, ce n'est jamais pris en considération. On va décréter la mobilisation générale, ou on va envoyer nos troupes d'élite, mais là encore on revient au problème que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on a des forces spéciales extraordinaires, effectivement, à force de faire la chasse aux djihadistes, on a acquis une certaine expérience, et on a effectivement de très bonnes troupes, comme les troupes de marine aussi, qui sont des troupes coloniales en fait. On a mené des guerres coloniales, et à l'état-major, c'était eux qui se faisaient plaisir, on va dire entre guillemets, pendant quand la France faisait ses campagnes en Afrique. La guerre en Ukraine, c'est on va dire, c'est un peu la défaite des forces spéciales. On croyait que les forces spéciales à l'époque d'Obama, avec les drones, l'élimination des chefs d'Al-Qaïda et autres, c'était l'avenir. Il n'y avait pas besoin de déployer énormément de contingents. On envoyait les Navy Seals, on envoyait les commandos marines, et hop, on avait du résultat. En Ukraine, la plupart des forces spéciales ukrainiennes ont été utilisées et gâchées quelque part dans des opérations finalement que peuvent faire de l'infanterie classique. Donc il y a une redéfinition de la guerre
on allait vers une orientation particulière pour éviter ces guerres de longue durée. Là, on est reparti sur une guerre de longue durée qui dure depuis bientôt 3 ans, dans lequel il y a beaucoup de choses. Charles parlait de la menace des drones, mais quelle armée aujourd'hui, à part l'armée ukrainienne et l'armée russe, a cette expérience de la haute intensité et de l'usage du drone? Aucune. Les Américains n'ont pas cette expérience-là. Je vous rappelle qu'un des buts non dits des Américains, mais que tout le monde sait dans cette guerre, c'était d'user les Russes et de les affaiblir. Je ne suis pas sûr du tout aujourd'hui que l'armée russe, même si elle a subi beaucoup de pertes, ait été affaiblie par ce conflit, ni même l'armée ukrainienne quelque part, puisque c'est eux qui ont expérimenté la vraie guerre moderne, la vraie guerre de haute intensité moderne. Compris. Très intéressant. On parle beaucoup des mercenaires étrangers, notamment des mercenaires étrangers qui combattraient du côté ukrainien au sein de la Légion étrangère. On a parlé de plusieurs milliers d'hommes, après de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Oui, il y en a beaucoup. Différentes nationalités, beaucoup de Sud-Américains, des Brésiliens, des Colombiens, des Péruviens. Il y a aussi, sans aller chercher trop loin, vous l'avez dit, beaucoup de Géorgiens, beaucoup de Tchétchènes aussi qui sont partis en Europe. Ah, tu parles des Russes? Ouais. Beaucoup de Tchétchènes qui sont partis en Europe aussi début des années 2000. Évidemment, Régis vient de le dire, beaucoup de Polonais. Beaucoup Kraken par exemple, Kraken. Chez les Ukrainiens, il y a beaucoup de Polonais chez Kraken. Bon, c'est un exemple. Beaucoup aussi de Tchèques, d'anciens membres de la Légion étrangère. Il y a des Français aussi, quelques dizaines, et puis des Américains, des Britanniques, des Canadiens. Donc il y a différentes unités, il y a la Légion internationale, il y a des brigades comme Kraken. Voilà. Dans la région de Koursk, on est allé il n'y a pas longtemps. Alors, quand on était effectivement, il y a 1 an et demi, à Kremina-Svatovo, il y avait l'unité Kraken en face, et là effectivement il y avait vraisemblablement beaucoup de Polonais. Là dans la région de Koursk, il y a vraisemblablement beaucoup de Polonais, beaucoup de Géorgiens et quelques Américains aussi. Voilà. Donc ils sont sur tous les secteurs du front. Et les profils des gens qui s'engagent, c'est quoi? C'est idéologique, c'est les anciens militaires qui font pour des raisons financières, c'est quoi le split si on peut Régis, on a côtoyé. Moi j'en ai côtoyé, j'ai fait un reportage, alors pas pour Omerta au début de la guerre, pour le Figaro Magazine, où j'avais accompagné 3 volontaires français. Alors c'était assez intéressant, un petit bémol cependant, parce que c'était une période un petit peu d'euphorie généralisée de support à l'Ukraine. Vous aviez des volontaires qui venaient se faire de l'humanitaire, des gens, y compris des anciens militaires, on les croisait dans l'avion du retour, on croisait tout un tas de profils de gens qui avaient passé du temps en Ukraine pour aider la population, notamment aider la population à partir. Vous savez, il y a eu un exode assez conséquent, notamment de la ville de Kherson. Il fallait reloger ces gens, il fallait les accompagner en Ukraine même, donc tout un tas de volontaires, de travailleurs humanitaires, d'anciens militaires parfois, qui venaient aider. Et puis vous aviez cette composante, ceux que j'avais suivis, qui étaient des volontaires, d'ailleurs l'un d'entre eux je crois combat toujours, il y avait un ancien militaire aussi, un ancien chasseur alpin qui était là. Et ce qui était intéressant, c'est que en allant justement au siège de la Légion étrangère ukrainienne, à Yavoriv, pas très loin de Lviv, on avait croisé un Suédois et un Britannique qui faisaient du stop, en fait, qui cherchaient leur chemin. En fait. On trouvait tout un tas de volontaires, et quand je dis attention, parce que c'était pas la même période de la guerre, il y avait un sentiment, j'allais comparer dans mon papier, aux brigades internationales de 36 en Espagne. C'était un peu ça, c'est-à-dire qu'on venait au chevet de la patrie ukrainienne pour combattre avec une motivation idéologique et un peu de romantisme aussi. Je pense que, vu de ce qui s'est passé par la suite, on est plus aujourd'hui sur un profil de personnalité, certes toujours intéressé par libérer l'Ukraine, avec en toile de fond cet aspect idéologique, mais plus des militaires désirant soit avoir une solde correcte, enfin plus des anciens militaires qui combattent parce qu'ils aiment ça, quoi. Enfin parce qu'ils aiment ça, parce qu'il y a une opportunité, voilà, donc un petit peu plus le côté mercenaire, je dirais aujourd'hui. Ok. Venons-en à Koursk.
Le 6 août 2024, donc, une énorme offensive ukrainienne commence et les troupes ukrainiennes rentrent sur le territoire russe. Elles occupent jusqu'à près de 1000 km², de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire. Les combats continuent encore aujourd'hui. Donc il y a toujours des combats sur le sol de la Fédération de Russie en fait. Vous avez tourné récemment un reportage. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe là-bas? La première chose, c'est que l'offensive ukrainienne est un succès, puisqu'ils ont su préparer, amener leurs meilleures brigades, les dissimuler et prendre les Russes, je dirais par surprise, puisque vraisemblablement les Russes qui parfois ont tendance à se surestimer, à sous-estimer l'adversaire, considéraient qu'il n'y avait pas vraiment de risque, et donc les défenses sur cette partie de la frontière russo-ukrainienne étaient vraiment très faibles, trop faibles pour pouvoir résister à un assaut comme celui des Ukrainiens. Donc dans un premier temps, il y a un effet de sidération, les Ukrainiens entrent vraiment comme dans du beurre. On a rencontré d'ailleurs pour ce reportage beaucoup de civils, de réfugiés de Soudja, puisque Soudja en fait, les Ukrainiens quand ils lancent leur offensive, c'est très bien préparé, à l'anglo-saxonne, à l'américaine, donc ils détruisent systématiquement les relais de transmission sur plusieurs niveaux et en profondeur, donc ça a pour conséquence que les troupes russes de garde frontière sont complètement désorientées, il n'y a plus de coordination. Et ils arrivent sur cette ville de Soudja qui bombarde immédiatement, puisque Soudja c'est un nœud gazier qui permet aux gazoducs russes d'acheminer leur gaz vers l'Ukraine. Donc c'est un objectif prioritaire, et c'est aussi la ville dans la région de Koursk qui est la plus importante et où il est le plus aisé de s'accrocher, de fortifier, puisque le contexte urbain est plus favorable aux défenseurs que d'être dans la plaine ou dans des massifs forestiers. Donc Soudja est une ville qu'ils ont tournée dès les premières heures de leur offensive. Et puis ce que nous ont dit les Russes, c'est que les Ukrainiens avaient pour objectif d'atteindre la centrale atomique de Kourchatov, qui est en fait à quelques dizaines de kilomètres du front, et que les Russes ont réussi in extremis à bloquer, mais la progression a été fulgurante, et surtout évidemment c'est un revers pour l'armée russe et pour Vladimir Poutine. C'est une petite défaite politique, et c'est évidemment une victoire politique pour Zelensky, qui a réussi à montrer à ses alliés et à ses soutiens qu'il était capable quelque part d'humilier Poutine quasiment. Prendre l'initiative. Exactement. Voilà, aujourd'hui la situation est bien différente en fait de ce qu'on a vu, puisqu'on a suivi une brigade, la division Donbass, qui regroupe plusieurs unités de volontaires, dont certaines sont comparables à des forces spéciales puisqu'elles font la guerre depuis 2014, donc il y a un très haut niveau technique, un très haut niveau de préparation, et puis une expérience au combat qui n'est pas nouvelle. Et donc les Russes ont réagi en transférant une partie de ces troupes qui étaient localisées dans le Donbass pour stopper l'avancée de l'armée ukrainienne. Ce qu'ils ont réussi à faire, et depuis eh bien, les Ukrainiens reculent progressivement, puisqu'après le temps de sidération et de préparation, puisqu'il a fallu réagir, envoyer des troupes, préparer la logistique, là les Russes sont en train de faire refluer les Ukrainiens, et il ne reste plus aux Ukrainiens qu'une petite partie de la région de Koursk qui leur reste. Mais je réinsiste là-dessus, contrairement à ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, les Ukrainiens continuent à se battre, ils sont bien équipés, et surtout, puisqu'ils sont inférieurs dans les secteurs de l'artillerie et des blindés, puisque les Russes sont plus et plus forts, en matière de drones, ils sont là, ils tiennent vraiment la dragée haute aux Russes, et c'est ce qui leur permet en fait de gagner du temps et de résister. S'il n'y avait pas cet emploi massif, cette mise à disposition d'autant de drones par les Occidentaux aux Ukrainiens,
le front aurait déjà été enfoncé certainement à plusieurs endroits depuis longtemps. Mais les Ukrainiens restent pugnaces et on sent encore l'envie de se battre et de ne pas céder en plus de terrain, y compris dans la région de Kursk. Certes, ils reculent, mais ils se battent et résistent aux Russes. Compris. Alors Régis, une question pour vous. Vous avez couvert une guerre comme l'Irak, la Syrie. Cette guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle a de différent? Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, la question de la haute intensité, encore que sur l'Irak et la Syrie, moi j'ai vécu 2 guerres différentes dans chacun de ces pays. En Syrie, une guerre effectivement d'insurrection urbaine, avec des quartiers contrôlés par les rebelles qui bétonnent, on va dire, leurs quartiers, sont au sein de la population. Et puis un gouvernement syrien qui est autour en gros, et qui va progressivement faire des enclaves comme la Ghouta, la partie est d'Alep, tout en essayant de grignoter le terrain avec l'appui des Russes. Alors à l'époque, la technique des Russes s'appelait le pocketing, c'est-à-dire on essaye de percer à certains endroits et de faire la jonction de façon à créer des poches en fait, et progressivement de les réduire jusqu'à arriver à de la négociation, ce qu'ont fait les Syriens avec l'aide des Russes, c'est-à-dire que les rebelles armés qui dirigeaient le quartier ont la possibilité de partir en bus, on se souvient de ces épisodes, pour continuer le combat dans la province d'Idlib, où ils sont toujours, où beaucoup sont allés. Donc ça c'était un peu la technique. Et puis dans la bataille d'Alep, énormément aussi de bombardements. J'ai assisté à des bombardements peut-être probablement les plus intenses que j'ai jamais entendus dans ma vie. Bombardement russe. Bombardements russes et russes syriens sur les zones, notamment les fameux bunker buster bombs qui ont été utilisés par les bombes perforantes anti-bunker qui ont été utilisées par exemple à Darkié pour éliminer Nasrallah par l'armée israélienne, que les Américains fournissent d'ailleurs contre les tunnels du Hamas aussi à Gaza. Ça, les Russes l'ont pas mal utilisé à Alep. Donc ça, c'était une guerre, on va dire, en termes de bombardement, c'était très très conséquent. Maintenant, sur l'Irak, là aussi, c'était de la guérilla urbaine, beaucoup de patrouilles avec les Américains. J'ai vraiment beaucoup. Je crois que d'ailleurs, quand je fais le bilan, l'armée avec laquelle j'ai passé le plus de temps, c'est bien l'armée américaine, à la fois en Irak et en Afghanistan. Mais surtout la bataille de Mossoul, où là j'ai retrouvé des degrés d'intensité qu'on a en Ukraine, en termes d'un ennemi qui refuse de se rendre, qui est prêt à mourir, avec une dimension kamikaze. Alors ça c'est pas tout à fait le cas ici dans cette guerre, bien que les soldats sont capables de se sacrifier pour prendre une position. Là, chez ISIS, enfin chez l'État islamique, il y avait une dimension spéciale, c'est-à-dire que l'unité d'élite de l'État islamique s'appelait les Ingimassi. Les Ingimassi, c'est clairement tiré d'un hadith du Coran, ça veut dire se projeter, c'est-à-dire en fait, l'idée c'est se jeter dans la tranchée après avoir éliminé des ennemis et utiliser sa propre mort pour en éliminer d'autres. Donc il y a vraiment une dimension où le suicide et la mort est centrale dans l'acte et que c'est le degré ultime du martyr en fait. Donc ça, c'était la philosophie de l'État islamique. Je me souviens de discussions que j'avais eues à l'époque avec un des commandants d'une unité d'élite de l'armée irakienne qui s'appelait la Golden Division, Aizov, avec qui j'ai passé du temps à Mossoul, et qui m'expliquait le soir, après des combats mais extrêmement intenses pendant la journée, auxquels nous assistions avec cette unité, qui me disait la grande différence entre mes soldats et ceux d'en face, c'est que mes soldats ne veulent pas mourir. Ceux d'en face veulent mourir. Donc là, on est dans des... Voilà. Et j'ai trouvé, oui, sur Mossoul, des combats quand même extrêmement intenses, avec utilisation de la part de l'armée irakienne de phosphore blanc. On parle souvent du chimique. Moi, je l'ai vu, le phosphore blanc, avec des espèces de nuages, un petit peu comme des méduses, avec des filaments qui en retombent, utilisés par des hélicoptères Apache de l'armée irakienne. Donc ça c'est... Voilà, ça fait partie des expériences de combat les pires. Mais rien à voir, pour répondre à votre question, avec ce à quoi on assiste en Ukraine, où là,
ouais, moi je me dis, il y a des moments, je me suis retrouvé un petit peu, je pense qu'on approche ce que mon grand-père a pu connaître à Verdun. Les duels d'artillerie, je disais c'est Verdun avec les drones, mais c'est un peu ça. C'est une guerre d'artillerie, faut le dire, hein, cette guerre d'Ukraine, dans laquelle les Russes sont fidèles à leur devise, pas un pas sans un canon, finalement font un usage incroyable. Et par rapport à ce que disait Charles sur l'usage des drones, c'est vrai que ça permet aux Ukrainiens de rétablir une forme de rapport de force qui est très désavantageux vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le rapport feu, on est à 9 contre 1, c'est-à-dire 9 obus tirés côté russe contre un obus côté ukrainien dans certains secteurs. On a pu constater en janvier dernier sur le secteur de Soledar, c'était déjà le cas. Ça tirait beaucoup, mais on sentait bien que c'était du côté russe, essentiellement. Voilà les différences. D'accord, c'est clair, merci beaucoup. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois du conflit? Est-ce que vous pensez que, est-ce que l'élection de Trump va avoir selon vous une influence qui fait qu'on s'approchera plus rapidement de la fin du conflit ou pas? Moi, sur Trump, je vais te laisser répondre. Moi, ce que je peux dire pour avoir vu la course, c'est que les Russes ont le temps. Ils ont un complexe militaro-industriel qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont les ressources énergétiques. Ils ont donc la capacité de production qui d'ailleurs dépasse l'ensemble de la capacité de production des pays occidentaux, il faut quand même le rappeler. Ils ont l'aide de pays comme la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, qui leur fournit support logistique, missiles, obus, main-d'œuvre. Et donc les Russes ont les moyens matériels de continuer cette guerre. En plus, ils restent motivés. Et dans la motivation des Russes, il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment récupérer les régions russophones de l'Ukraine qu'ils considèrent comme russes. Il y a une dimension aussi spirituelle, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus de se battre contre l'Occident décadent et les tentatives d'imposer les valeurs LGBT, etc. Tout ça c'est vraiment, ça fait partie intégrante de leur motivation. Et puis il y a le sentiment aussi, Régis en parlait de son grand-père pendant la bataille de Verdun, mais il y a le sentiment aussi chez les Russes de continuer l'histoire de leurs grands-parents, de leurs grands-pères. Ça c'est très présent, il y a une dimension presque, je disais spirituelle, mais on est dans l'âme russe, c'est-à-dire que l'impression qu'il y a une connexion directe qui se fait entre le combattant dans la tranchée à Koursk ou dans le Donbass et son grand-père. Voilà. Tout ça mis bout à bout, et on retrouve ça aussi chez les Ukrainiens, fait que les soldats russes restent extrêmement déterminés. Évidemment, il y a l'aspect financier, parce que beaucoup des Russes qui se battent viennent de régions, et donc quand ils touchent un salaire de 200, 250 000 roubles plus la prime d'engagement, eh bien, c'est la perspective de pouvoir faire vivre sa famille, envoyer ses enfants dans de bonnes universités, fonder une famille aussi, acheter un appartement, rembourser un crédit. Tout ça mis bout à bout fait que les Russes ont le temps, et que le temps d'ailleurs joue pour eux. Moi je dirais que, je te laisse répondre sur Trump, mais je pense qu'on est au moins au plus tôt une solution dans 6 mois. Mais je ne suis pas certain que les Russes soient très pressés de la guerre se termine. Alors, sur Trump, moi mon sentiment c'est que Trump va d'abord être, même si là il est quand même conforté par l'ampleur de sa victoire, n'est pas dans une situation comme en 2016 où Hillary Clinton avait remporté le vote populaire, où c'était plus compliqué à la Chambre, même s'il y avait des majorités. Là on est sur une victoire nette, 5 millions de votes en plus par rapport à son adversaire, la totalité des États pivots remportés, y compris l'Arizona et le Nevada, ce qui était loin d'être évident. Donc un véritable message des Américains à l'endroit de leurs dirigeants. Pas seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours, fidèle à ce que disait le James Carville, le conseiller de Clinton, qui disait qu'est-ce qui fait une élection? It's the economy, stupid. Il disait, évidemment, c'est l'économie. Je pense que là, oui, il y a l'économie.
il y a l'immigration qui a beaucoup joué, et il y a aussi la situation internationale. Et là, le prolongement de ces guerres, on a un peu oublié côté démocrate que les guerres, ce qu'on appelle les Forever Wars, des guerres pour toujours, qui étaient l'Irak et l'Afghanistan, ont pesé sur les Américains qui détestent rien moins aujourd'hui que de s'investir dans des guerres longues, des conflits à l'étranger avec lesquels ils ont peu de connexion pour changer des choses, alors qu'ils voient leur infrastructure routière ou une part de leur équipement se dégrader, ou une part de leur population vivre dans la rue quand on parle de la situation sanitaire et la question des addictions et des véritables fléaux que les drogues peuvent faire sur certaines populations aux États-Unis. Donc quand ils ont ce spectacle à la maison, ils n'ont pas envie d'intervenir et de donner des milliards de dollars, même si jusqu'à présent ça semblait pas être un argument. Donc là, ça a été net. Maintenant, Trump a promis de faire la guerre à l'État profond. Donc il est investi par le peuple américain, donc il a une certaine force. Il est devenu une icône américaine à partir du moment où il a échappé à un attentat. Je pense que c'est une chose que j'avais moi longuement soulignée à l'époque, qui a été largement survolée par... parce que les Américains sont un peuple religieux, et qui pensent que là, il y a une dimension héroïque du type qui lève le poing, et il y a cette dimension religieuse du type qui a été sauvé par Jésus-Christ, quoi. Donc clairement, Trump coche toutes les cases. S'attaquer à l'État profond, maintenant, c'est un vrai problème au complexe militaro-industriel, dont le but, évidemment, est de converge avec celui des néoconservateurs. C'est-à-dire que, comme on ne peut plus être le gendarme du monde et la plus grosse puissance, parce qu'il y a d'autres acteurs qui ont émergé et qui n'ont pas l'intention de se laisser dicter quoi que ce soit, eh bien on crée le chaos. Et c'est un peu ce que les États-Unis ont fait, et ce que nous avons fait aussi en Libye, avec les conséquences pour le Sahel. Donc on a déstabilisé, on a créé le chaos. Trump arrive avec des solutions simples, arrive avec un discours de businessman. C'est l'entreprise américaine qu'il a en main. Il a décidé de refaire la peinture, il a décidé mais aussi de s'attaquer aussi aux fondations, en tout cas de les conforter et de revenir aux fondamentaux. Il s'est allié à Elon Musk, on ne va pas revenir sur toute la différence et la spécificité de cette future administration Trump. Par rapport aux Russes, je dirais que ça peut fonctionner, mais encore une fois, moi ce que je remarque ici, je vous donne deux petits exemples qui me sont arrivés en arrivant ici hier. J'ai voyagé depuis Tbilissi en Géorgie jusqu'à Moscou dans un avion où il y avait que des Russes quasiment qui revenaient à Moscou, soit de Tbilissi, soit d'autres pays. Et dans ces avions-là, c'est pourtant Georgian Airlines, il n'y a plus un mot d'anglais. Au moment des annonces du pilote, on ne dit pas, en général, il y a toujours dire we're about to... Non, là, il n'y a plus rien. Il n'y a que du géorgien et du russe. Et quand vous arrivez à l'aéroport, vous trouvez face, pour le contrôle des passeports, avant il y avait une ligne, il y avait les passeports russes, la majorité, et puis il y avait une ligne, il n'y a plus de ligne pour étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'étrangers, ou en tout cas, il n'y a plus d'Européens, ou en tout cas, il n'y a plus qui viennent. Et mon sentiment par rapport à ça, c'est deux petits exemples, mais c'est d'autres choses aussi que j'ai pu compiler sur l'attitude des Russes. Je pense que les Russes ont laissé tomber l'Occident. C'est qu'ils n'ont pas, c'est pas simplement, avant ils étaient encore dans l'idée, admiration, on copie, issue des années 90, de la chute de l'Union soviétique, on veut ressembler, on veut plus de McDo, etc. Je pense que cette période est totalement révolue. Elle est révolue aussi dans d'autres pays. C'est la fameuse phrase de Samuel Huntington qui disait ces pays-là se modernisent sans s'occidentaliser. Là, c'est même en prenant l'Occident comme modèle, comme contre-modèle, qu'on trace sa propre voie. Et j'ai vraiment ce sentiment avec la Russie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à écouter, qu'elle n'est pas prête à faire la paix, mais elle fera la paix quand ça l'arrangera. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que, à la différence peut-être des expériences qu'on a eues les 2 dernières années, on était sur des guerres avec des fronts assez fixes. Là, on est quand même dans une phase où la progression continue. L'objectif de reprendre les oblasts, notamment du Donbass, n'a pas été achevé. Celui de Donetsk, je crois, il y a encore environ un tiers du territoire qui est côté ukrainien. Je crois que
un des objectifs. La vraie question, c'est si Vladimir Poutine pense je vais prendre le Donbass, une fois qu'il aura pris ses limites géographiques, c'est tellement un relief de plaine, qu'est-ce qui va l'empêcher d'aller au Dniepr? C'est vraiment la question. Et là, c'est aussi le coup de poker pour l'Ukraine, parce que continuer la guerre, continuer à perdre des hommes, c'est risquer aussi que ces dernières forteresses du Donbass, encore aux mains des Ukrainiennes, Kramatorsk, Poprovsk et Slaviansk, tombent, et qu'après, rien n'empêche pour le coup la Russie de s'emparer d'un tiers du territoire ukrainien. Voilà. Vous avez dit on parlait de la France, j'imagine. Parlons de la France. Ouais, parce qu'on est français. Que pensez-vous du traitement médiatique qui est réservé à la guerre en Ukraine en France? Bah, c'est une question, tu peux commencer toi. T'es plutôt bon là-dedans. J'ai commencé en faisant quelques plateaux LCI. Ça arrive à C'est vrai. ça arrive à des entraînements. Voilà. Au début, mais il y a eu. Et puis d'ailleurs, moi j'ai travaillé pour une équipe qui couvrait la guerre côté russe à Mariupol. Ouais, donc tu faisais des décrochages aussi pour LCI. Ouais. Exactement. Et c'est les choses ont basculé en octobre 2022. Il y a eu un tour de vis qui, je pense, correspond à la montée en puissance de l'aide française à l'Ukraine. Parce qu'il y a dû y avoir des consignes qui ont été passées, et je dirais dans les médias mainstream, c'est totalement verrouillé. C'est-à-dire que vous avez sur les plateaux, vous avez des journalistes qui ne connaissent pas grand-chose, mais à la limite, on ne peut pas leur reprocher parce qu'ils sont généralistes. Ça, on l'a remarqué. Mais il faut venir des experts, surtout, qui, pour la plupart, sont des généraux qui n'ont jamais mis une claque à personne ou tiré un coup de fusil en dehors d'un stand de tir. Donc ils n'ont aucune expérience réelle du combat, qui ne comprennent pas cette guerre, qui sont incapables de la comprendre et qui ne tiendraient pas 15 minutes dans une unité russe ou dans une unité ukrainienne parce que simplement, je veux dire, le soldat russe ou le soldat ukrainien, ça reste un homme des années 60, des années 50 en France. Les généraux qu'on a là, ils sont tirés à quatre épingles, mais je pense qu'ils sont incapables de mettre les pieds sur un terrain comme ça, où en fait on n'est pas à l'exercice, on n'est pas à l'entraînement, on n'est pas au Kriegspiele, à déplacer des tanks en plastique sur une carte. Donc il y a ça, il y a eux, et puis d'autre côté, il y a vraiment des propagandistes qui sont des agents d'influence de Kiev ou de Washington, du camp démocrate, qui là vous vendent la guerre en expliquant qu'il faut démanteler la Russie, qui vous expliquaient que la contre-offensive ukrainienne allait être un succès. Les troupes ukrainiennes étaient déjà quasiment à Moscou, donc eux c'est vraiment c'est des éléments de langage en permanence. Et puis il y a la dernière catégorie, c'est les Ukrainiennes, alors soit les femmes russes réfugiées politiques, soit les Ukrainiennes, et là c'est un mélange de crétinerie et d'hystérie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la rationalité, on n'est plus dans l'analyse, on n'est plus dans la prise de distance, on est dans l'émotion en permanence, dans les cris, dans les anathèmes, dans les attaques ad hominem. Donc on a vu Je crois qu'on voit de qui vous parlez. Poutine est homosexuel, Poutine a 5 cancers, Poutine va être trahi, le coup d'État est en cours, il va être assassiné au Kremlin. Enfin, on a tout eu, voilà. Et donc, même un traitement contre un cancer particulier qui le rendait plus dangereux, enfin voilà, le traitement, j'avais lu ça dans un journal tout à fait sérieux. Et là, c'est comme Trump, il y a deux réincarnations d'Adolf Hitler. Il y a Vladimir Poutine, et là, depuis une semaine, il y a Donald Trump. Donc il y a deux. Voilà, ils sont deux à se partager l'héritage. On a souvenir d'un plateau qui avait, je crois que c'était sur TF1 ici, je me souviens plus, il y a un an. Il y avait quelques spécialistes effectivement ukrainiennes françaises et il avait été dit devant 7-8 journalistes français de haut niveau pourtant que la moitié de la population de Moscou n'avait pas l'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. C'est passé sans que personne ne dise un chose. Alors, si je peux trouver des circonstances atténuantes un peu aux vieux généraux dont Charles parle, enfin qui ne sont pas toujours si vieux que ça, mais je pense que, et ça c'est leur point commun peut-être avec les Américains, moi je les appelais, j'ai longtemps vécu aux États-Unis, j'ai été correspondant là-bas, j'ai écrit une biographie du général Petraeus, j'ai rencontré McChrystal, Caldwell, McRaven, enfin tous les principaux généraux qui ont fait la guerre en Ukraine, en Irak, pardon, en Afghanistan.
et qui ont métamorphosé aussi cette armée américaine, qui l'ont pas mal changé, avec des théories parfois issues de l'armée française et des modèles de contre-insurrection tirés de la guerre d'Algérie, par exemple. Donc des généraux intelligents, mais qui avaient tous cette particularité d'avoir fait West Point, je vais dire, entre 1976 et 1977, c'est-à-dire d'avoir loupé le Vietnam et d'avoir subi l'humiliation. À une époque où l'Amérique était encore hantée, elle l'est toujours, par ce qu'on appelle la Greatest Generation, c'est-à-dire les soldats du débarquement de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la quintessence du soldat américain. Là, eux n'avaient pas combattu au Vietnam et arrivaient 75, fin de la guerre. Donc, avec l'idée que le communiste, parce que c'est aussi ça qui irrigue la pensée américaine à l'époque, Robert McNamara d'ailleurs a avoué comment il s'était trompé justement sur cette idée que les Vietnamiens défendaient leur terre. Il a découvert a posteriori que les Vietnamiens défendaient leur terre, que ce n'étaient pas des communistes, mais ce n'était pas que ça. Et donc cette peur du rouge ou cette vraie haine du rouge, elle est restée et elle est chez ces généraux. Et quand vous, pour en citer l'un d'eux, auquel d'ailleurs j'ai répondu par une petite vidéo sur YouTube qu'on peut trouver sur Omerta, qui est le général Yakovlev, qui expliquait que les Russes, quand ils arrivaient chez les Ukrainiens, prenaient les frigidaires, l'électroménager parce que c'était des produits de luxe en Russie. Ça, on n'avait jamais vu. Voilà, et qu'ils prenaient les voitures aussi parce que c'était un produit rare aussi en Russie. Et je pense que là-dedans, il n'y a pas que de la mauvaise foi, il y a une idée un peu dépassée, l'idée du rouge, l'idée du modèle soviétique, avec ce pays à la fois tentaculaire, pays du non-bonheur, du contraire du bonheur en fait. C'est qu'on était, moi j'ai été éduqué dans cette idée que j'avais un père sous-marinier que chez les Russes on ne pouvait pas être heureux. C'était impossible, voilà. Et je pense qu'eux sont encore prisonniers de cette pensée et donc continuent à persister à voir en la Russie à la fois un adversaire coriace, digne de soi, ça c'est pour les Américains. Puis pour les Français, oui, c'est un peu la même chose. On continue à se dire, tiens, ils sont archaïques, ils sont rustres, et ils vont perdre à la fin parce qu'on va finir par gagner. En fait, on cherche à terminer la guerre froide. Voilà. C'est du snobisme aussi beaucoup. Oui, peut-être, mais je pense que si on leur trouve une circonstance atténuante, ça sera celle-là. C'est-à-dire de ne pas avoir voyagé en Russie avant 2022. Parce que ces signes de transformation de la société russe que j'évoque existaient, c'était tout à fait visible en Russie avant 2022. Oui. Voilà. Un regard assez critique sur le traitement médiatique de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut encore, et si on peut encore, où est-ce qu'on peut faire du journalisme en France quand on est français? C'est très difficile. Moi, je vois avec effroi des pans entiers de journalisme disparaître sous nos yeux. J'ai expliqué quand vous me demandiez l'ADN d'Omerta, ce qu'on tente de faire chez Omerta, on s'est fait taxer de pro-russe, on s'est fait taxer tout simplement parce qu'on avait des accès et qu'on a... Mais bon, je dis toujours, moi j'ai eu beaucoup d'accès dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps avec les talibans, on m'a jamais taxé de pro-taliban. Pourtant, on aurait pu dire le sommier qui fait la propagande des talibans. J'ai dormi avec eux dans les montagnes, j'ai passé du temps à crapahuter avec eux, je les ai vus au pouvoir, je suis retourné les voir au pouvoir. Bon, c'est toujours étonnant cette espèce de choses, mais bon, au-delà de ça, ce qu'on essaye de faire, c'est le retour du réel. Or, malheureusement, j'ai l'impression que une part des médias aujourd'hui ne veut pas du réel. Il veut un espèce de combo entre Netflix et le divertissement en fait. Donc quand je vois certains plateaux de LCI auxquels vous faites référence, il y a un côté télé-réalité, il y a un côté... on critique beaucoup Cyril Hanouna, mais en disant c'est d'une pauvreté, ces gens qui parlent à tort et à travers, ce côté café du commerce. Pour moi, Hanouna, ça le mérite en moyenne de parler de choses françaises, alors qui parfois peuvent être un peu bébêtes. Mais là, on parle de gens qui meurent.
on parle sur LCI, on parle d'offensive, on parle de dizaines de milliers de gens qui meurent. Et c'est là que ça a un côté un peu indécent, surtout quand on n'y connaît rien, de prendre la parole comme ça, et c'est malheureusement le propre de notre époque, je trouve. Mais ça ne laisse pas beaucoup de place à un journalisme de qualité qui peut exister ailleurs. Hein. Je ne dis pas qu'il y a qu'Omerta, il y a d'autres médias, y compris des médias de gauche, je ne sais pas qu'on est d'ailleurs un média de droite, je ne crois pas, que ce soit une bonne définition d'utiliser des concepts politiques pour nous définir, mais plutôt de dire, voilà, recadrons les choses. Moi j'ai vu des choses très bien faites sur Vice News, j'ai vu des choses très bien faites sur Brut, sur Blast, même si parfois je ne suis pas du tout d'accord avec leur philosophie. J'estime qu'il y a même certains documentaires d'Arte ou de Canal+, ont une vraie valeur journalistique. Et c'est ça qu'on recherche, nous, essentiellement. C'est-à-dire de se dire, ok, on ne va pas vous refaire l'alpha et l'oméga de tout, on ne va pas tout vous expliquer, mais là, vous allez avoir une petite fenêtre, regardez-la, faites-vous votre opinion après, plutôt que, allez, on vous bombarde, c'est ça que vous devez penser, et puis jouer à la bataille navale, moi, ça ne m'a jamais intéressé, c'est pas un jeu qui m'intéressait quand j'étais jeune. Or, ce que je vois sur LCI, c'est que ça, c'est des gens qui jouent à la bataille navale. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Un message pour les gens qui me suivent, pour les Français qui sont intéressés par la Russie, par la géopolitique, les gens qui suivent ma chaîne YouTube, qui sont intéressés par ce qui se passe en Eurasie? Ils ont bien raison de suivre ta chaîne YouTube et de suivre Omerta, puisque avec la guerre, beaucoup de Français sont partis, d'ailleurs la plupart des Français partis de Russie. Et paradoxalement, le monde ayant changé, non seulement en Russie, mais dans la géopolitique régionale et même mondiale, eh bien l'endroit où il faut être aujourd'hui pour observer ces changements, c'est la Russie, puisque eh bien, avec la guerre en Ukraine est le catalyseur non seulement des problématiques russo-ukrainiennes, mais aussi des problématiques entre la Russie et l'Europe, des problématiques entre la Russie et les États-Unis, et puis de ce nouveau monde dans lequel il y a cet Occident considéré par les Russes et beaucoup d'autres comme décadent, et cette partie du monde qui, on l'a vu à l'occasion du sommet des BRICS il y a 15 ans, est en train de chercher des points de convergence et même d'accélérer la dynamique de collaboration. Et pour comprendre ça, il fallait être à Kazan il y a une semaine, mais il fallait, on ne peut le comprendre vraiment qu'en venant en Russie, même d'ailleurs en tant que touriste, passer une semaine, 15 jours, ça permet de comprendre ce qui se passe ici. Observer Moscou, c'est voir que c'est incomparable avec ce qu'on peut voir à Paris en termes de sécurité, de propreté, de dynamique aussi, d'atmosphère. Et même si on est amené à ne venir ici qu'en touriste, c'est, je pense, indispensable pour pouvoir comprendre les évolutions du monde dans lequel on vit. Voilà, donc venez visiter la Russie, venez voir ce qui se passe à Moscou, et vous aurez une grille de lecture élargie, et vous serez, je pense, mieux à même de vous faire votre propre opinion sur la marche du monde et ce qu'on vous raconte dans les médias mainstream. Je pense que c'est vraiment indispensable. Non, mais moi c'est à peu près tout. Non, mais ça va, la dictature, le communisme, c'est pas trop difficile. Non, mais après, il ne faut pas non plus faire preuve d'angélisme. Chaque pays a ses défauts. La Russie également. Voilà, on n'est pas dans un pays, qui comporte, n'est pas dans une démocratie à l'occidentale. Il y a des différences notoires. Il y a une histoire qui n'est pas la même. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les États-Unis, j'ai beaucoup fréquenté la Russie. Parfois, il m'arrive de regarder les Russes et les Américains en me disant qu'ils ont beaucoup plus de points communs qu'on pourrait l'imaginer, notamment, je pense, ce rapport à la consommation, par exemple. La Russie que j'ai vue hors des champs de bataille est extrêmement, extrêmement consommatrice. Et ça me rappelle les Américains, vraiment. Et puis, dans leur manière, dans leur approche de la guerre aussi, comme je vous disais, j'ai été beaucoup passé de temps sur les bases américaines en patrouille avec les soldats américains. Il y a aussi chez les Américains un côté pragmatique, on va dire,
une volonté de résoudre des choses, mais parfois un petit peu de façon un peu brute de décoffrage, quoi. Et chez les Russes, je retrouve ça aussi. C'est deux pays qui ont une vocation impériale aussi, quelque part. Voilà, et qui s'affirment tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leur lourdeur, parfois avec leur finesse, mais ça il faut creuser un peu plus. Donc c'est des sociétés qui ont été opposées pendant près de 70 ans, mais peut-être qu'avec Trump aujourd'hui, elles vont peut-être se rapprocher. En tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe parce que ça casse une dynamique qui, pour moi, m'effrayait. Je conclurai là-dessus, c'est cette idée de l'engrenage vers la guerre totale. On sentait qu'il y avait un côté jubilatoire chez certains observateurs à chaque fois qu'on franchissait une étape quand la Russie a commencé à revoir sa doctrine nucléaire, quand Zelensky a demandé l'autorisation à Biden, autorisation refusée de frapper avec la série Scalp, Attaque MS et Storm Shadow, l'intérieur de la Russie, et que Biden a dit non, pas de missiles de longue portée. On a bien senti d'ailleurs que tout de suite les intérêts des Américains, c'était pas justement d'aller vers ce conflit, mais on en avait chez nous qui étaient prêts, on en a toujours qui sont prêts à y aller. Et ça, je peux terminer sur mon grand-père avec 14-18, qui est une guerre qui a commencé par l'assassinat d'un obscur archiduc dans une ville que personne ne connaissait, qui d'ailleurs a attendu 3-4 mois avant, enfin non, c'était juin, enfin il y a eu un mois et demi on va dire, et puis après c'est 20 millions de morts à la fin, et ça on ne le veut pas, et moi je ne voulais pas retourner à ça, donc je pense que l'élection de Trump elle signale qu'on ne retournera pas à ça, et c'est tant mieux, voilà. Si vous avez raison. Voilà. Régis Sommier, Charles d'Anjou. Merci. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Hop.